Bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez faire une petite réponse sur le chat, ce serait super, mais je pense que vous m'entendez. Oui, Brice, merci. Pierre-Axel, bonjour à toutes et à tous. Hello Audrey, merci de ta participation aujourd'hui. Comment ça va Merci à déjà? toi pour l'invitation. Écoute, ça va, pas pire que les autres. On fait aller. Eh ben, Est-ce que écoute, tout le monde est en bonne santé? eh ben voilà, c'est le principal. Il faut que tout le monde soit en bonne santé. Donc là, ça va faire un mois. On va fêter les un mois de confinement bientôt. Donc on va pouvoir faire des soirées un mois de confinement. On en est au 20e webinaire qu'on organise. L'idée, c'est vraiment d'apporter beaucoup de retours concrets sur l'écosystème par ces experts. Les fonds, les investisseurs, mais pas que. Hier, on avait la Banque de France, on a eu évidemment la BPI et autres structures d'accompagnement et, de partenaires de l'écosystème, on va dire. Aujourd'hui, Audrey, tu es GP chez Ventech. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ce que vous faites? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Audrey, je travaille chez Ventech. Je suis partenaire là-bas depuis un peu plus de 10 ans que je suis chez Ventech. Ventech, c'est un fonds de seed série A spécialisé dans la tech et très tourné vers l'international. Donc notre différenciation, notre vraie spécialité, c'est que on pense local et global, c'est-à-dire qu'on a mis en place des bureaux locaux dans plusieurs géographies en Europe et en Asie, avec pour objectif à la fois nous d'avoir un deal flow très diversifié à l'international, mais aussi d'aider les sociétés de notre portefeuille à s'étendre à l'international. En fait, on s'est rendu compte très tôt que l'expansion internationale, c'était le levier de croissance premier des startups de notre portefeuille et qu'il fallait les aider dans ce sens-là. Et donc, on s'est dit, pour les aider, il faut qu'on soit là localement dans les géographies où ils ont envie d'aller. Donc, on a maintenant le bureau historique qui est à Paris, on a un bureau en Allemagne, un bureau dans les Nordiques et un bureau en Chine. Et donc, à chaque fois, on va dans des endroits qui sont compliqués d'accès, où les entrepreneurs ont du mal à y arriver sans avoir un touchpoint local. Et du coup, on a vraiment un apport intéressant pour eux, quoi. On investit en ticket d'entrée, en seed série A, on investit, je dirais, de 100 000 euros pour un seed à 5 millions d'euros pour une série A. Et puis, on investit dans des secteurs assez diversifiés, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B. Par exemple, dans le B2C, on est le premier investisseur institutionnel de vestiaire collective, premier investisseur institutionnel de WeThings qu'on a revendu à Nokia dans les objets connectés. En B2B, on est un des tout premiers chez Believe Digital, qui est cette plateforme de distribution d'artistes auprès des streamers. On est investisseur chez Botify. Donc voilà, B2B comme B2C, on fait à la fois du soft, du e-commerce, du média, très diversifié. D'accord, vous êtes plutôt agnostique en termes de secteur et c'est intéressant parce que du coup, dans votre portefeuille, vous avez plein de boîtes dans des secteurs différents ou des modèles économiques différents. Du coup, je pense que Tout à vous fait. avez pris de plein de fouet cette crise et les problématiques sont différentes. Quels ont été vos réflexes justement par rapport à se recentrer sur le portefeuille? Est-ce qu'on priorise les boîtes qui en ont plus besoin d'abord financièrement ou opérationnellement? Comment vous avez priorisé ce travail avec votre portefeuille? Écoute, on n'a pas priorisé. En fait, nos priorités en tant que fonds sont à peu près les mêmes priorités, je dirais, qu'en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur qui se prend la crise de plein fouet, il se dit déjà, j'évalue le risque, j'essaye de comprendre comment ça va m'impacter. Une fois que j'ai évalué le risque, eh bien, j'essaye d'optimiser pour minimiser ce risque, en fait. Et puis, en troisième lieu, une fois que le risque est minimisé, j'essaye au contraire d'optimiser mon potentiel gain, quoi. C'est-à-dire, j'essaye de, en troisième lieu, changer de modèle ou faire shifter un petit peu mon modèle pour gagner mieux et sortir de cette crise avec encore plus de market share qu'auparavant. Donc nous, c'est à peu près pareil, hein, évaluation des risques, c'est essayer d'identifier dans le portefeuille qui souffre le plus, hein, dans les sociétés du portefeuille, qui est le plus en danger. Ensuite, sur la partie optimisation, c'est effectivement aider les sociétés du portefeuille à définir les stratégies pour limiter les pertes pour eux, donc du coup nous également. Et puis en troisième lieu, de la même manière que eux réfléchissent à eux les entrepreneurs réfléchissent à what's next, comment je fais pour sortir gagnant de la crise, etc. Nous aussi on réfléchit aux investissements. Aux investissements futurs, quel secteur
regarder dans quoi on peut investir. Donc voilà, nos priorités sont à peu près identiques. Bien sûr, notre focus majeur aujourd'hui, c'est sur les sociétés du portefeuille, comment les aider, surtout celles qui souffrent le plus, comment redéfinir avec elles des stress tests, comment limiter les OPEX pour essayer de faire face à ces stress tests potentiels. Et puis, en parallèle, il y avait aussi des deals qui étaient sur la table, des investissements qui étaient sur la table au moment de pré-Covid, je dirais, si ce monde existait encore, si on peut encore parler de ce monde bien lointain. Mais il y avait aussi des opportunités. Donc concrètement, moi la semaine dernière, j'ai fait, pour te donner des idées concrètes de ce qu'on fait, la semaine dernière, j'ai fait une revue de portefeuille pour identifier le risque sur toutes les sociétés du portefeuille. J'ai closé un deal, un nouvel investissement, et j'ai eu 2 board meetings. Donc c'est pas business as usual parce que le focus est très fort sur les sociétés du portefeuille, mais il y a quand même du business, quoi. Ouais, du coup, votre politique a été de continuer, et puis même là, la politique actuelle, c'est quoi? C'est de continuer les relations avec les entrepreneurs sans pouvoir évidemment émettre de term sheet dans cette période. C'est quoi votre principe de travail sur les nouveaux deals, le deal flow, on va dire? C'est une question qui reviendra souvent. Alors, ce dont je parlais de la semaine dernière, j'ai closé un deal, c'est on avait des deals sur la table, on avait des term sheets. Le monde avançait, quoi. Donc on avait un pipe, je dirais entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, un pipe d'investissement. Donc effectivement, on avait 3 term sheets, dont 2 signés au moment où il y a eu, on va dire, l'annonce de Macron. Après, c'est vrai que quand a commencé le Covid, tu vois, nous, comme on a une équipe en Chine, on a à peu près une quinzaine de personnes en Chine. Ça fait depuis l'hiver dernier, depuis les vacances, depuis le Nouvel An, qu'on entend parler du Covid, quoi, via notre équipe Chine, et qu'on s'est un peu mis dans le bain de travailler à distance, etc. Enfin, en tout cas, on l'a vu de très près via notre équipe Chine. Mais bon, en tout cas, quand c'est arrivé de plein fouet en France, avec l'annonce de Macron, on avait 3 termes sur la table. Mais tu vois, même d'un pays à l'autre, c'est très différent. Dans les Nordiques, ils ont mis beaucoup de temps à vraiment se confiner, à ne plus aller travailler. Les annonces n'ont pas du tout été les mêmes, les annonces gouvernementales. Donc c'est très différent. Donc toujours est-il que sur les nouveaux investissements, donc il y a ceux qu'on connaissait avant, qu'on avait bien avancé, avec lesquels on était bien avancé, on avait des discussions concrètes. Donc sur ceux-là, très clairement, on s'est posé la question. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce que ça continue? Sur les 3 term sheets qu'il y avait sur la table, il y en a 2 qu'on a poursuivis au bout. Donc là, maintenant, ça y est, elles sont les deals sont investis. Ouais. Et il y en a une qui n'était pas signée, qui n'était pas co-signée, où là, on était en réflexion intense, on était en due diligence poussée, on est toujours en due diligence poussée. Et donc ça, c'était les deals, je dirais, les investissements assez avancés. Et puis après, donc si ta question c'était aussi sur les futurs investissements, qu'est-ce qui se passe après? Concrètement, oui, moi je continue à faire des premiers meetings avec des gens que j'avais pas forcément rencontrés avant. Mais pour te donner une idée, comme je suis très prise par aider les sociétés du portefeuille, j'ai à peu près divisé par 2 mes first meetings. Hein, j'en faisais à peu près 6 par semaine, là j'en fais 3. Donc c'est sûr que j'en fais moins. Et puis ensuite je privilégie les gens qui déjà que je connaissais avant, si je les ai déjà rencontrés, je les avais déjà vus, on s'était déjà vus dans le passé via d'autres tours de financement par exemple. Donc ça c'est sûr que c'est plus facile. Ou alors j'ai vu aussi, la semaine dernière, j'ai fait un first meeting super intéressant avec une boîte vraiment, je voudrais poursuivre. Auquel cas, ça m'intéresse de continuer à faire ces first meetings. Par contre, je cache pas que c'est plus long pour moi de me mettre dans ces nouveaux dossiers-là avec des gens que j'avais pas vus, quoi. Donc ça, je pense que les entrepreneurs le savent. Ouais, d'ailleurs c'est une question, c'est la question qui revient assez souvent en fait. Quand est-ce que c'est le bon moment de vous contacter? Est-ce qu'on doit attendre la fin du confinement? C'est quoi vos hypothèses de travail? Enfin, vous, comment vous travaillez? Est-ce que vous dites là, la priorité jusqu'à la fin du confinement et au déconfinement partiel, c'est notre portefeuille et nourrir quelques relations. Et puis après, on repartira sur des investissements à la rentrée. Est-ce que vous avez un peu processé ça ou vous attendez de voir aussi les enfants jour le jour? Tu sais, nous, on est un peu comme les entrepreneurs. C'est un monde d'opportunités, hein, le VC. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. S'il y en a une, on se pose la question. Donc, je pense que les entrepreneurs doivent se dire la même chose. Moi, je me dis juste, un entrepreneur, il a, quand je vois les sociétés de mon portefeuille,
sont tellement sollicités par l'opérationnel, quoi, l'opérationnel et stratégique. Comment je fais pour revoir mon PNL, comment je fais pour revoir mes coûts, comment je fais pour organiser mon travail à court terme, moyen terme, long terme. Être sur une levée de fonds en parallèle, c'est quand même très compliqué. Donc, soit t'es pas impacté, ça arrive, il y a des sociétés qui sont pas impactées, peu impactées, voire positivement impactées. Auquel cas, qui commence une levée de fonds maintenant, en ce moment, très bien. Moi, le gros des entrepreneurs que je vois pour la première fois, en ce moment, ce sont des gens qui sont dans des secteurs qui sont plutôt touchés positivement. Et donc, forcément, ils ont le temps de me voir parce que eux, ils se posent pas des questions de stress test, de reforecast, de cash flow, etc. Les autres, ceux qui souffrent là, je pense que ils ont d'autres priorités à mon avis que la levée de fonds à court terme, et notamment activer les aides, discuter avec les investisseurs existants, et puis revoir son plan de cash. Ouais. Donc un investisseur qui souffre et qui vient maintenant en roadshow, je me pose des questions sur lui, sa prio, enfin voilà, est-ce qu'il met les priorités au bon endroit, quoi. Alors s'il a plus du tout d'argent et il se dit c'est ma dernière chance, la levée de fonds, c'est jamais une bonne manière de lever. Qu'il en soit arrivé là. Voilà, c'est compliqué, quoi, parce que bon, déjà essaye d'activer les PGE, les aides BPI, parle avec tes banques, tes investisseurs existants, mais commencer une nouvelle relation avec des investisseurs que tu connais pas du tout maintenant, ça me paraît compliqué. Ouais. Donc c'est que déjà il est dans une position compliquée, l'entrepreneur. Bon, ça peut arriver s'il n'a pas le choix. Auquel cas, s'il vient se présenter à moi, je crois qu'il faut qu'il ait des arguments puissants sur comment post-crise il arrivera à s'en remettre quand même, quoi. Ouais. Et puis moi je le vois bien dans les sociétés de mon portefeuille, il y avait des gens qui étaient en levée de fonds, bien entendu. On a stoppé, on a pris. De toute façon, pour soit c'était très avancé, comme finalement moi de mon côté avec les entrepreneurs, auquel cas ça poursuit, soit c'était début voire milieu de procès, il n'y avait pas de term sheet sur la table, auquel cas on voit bien que ça ralentit, ça gagne du temps, etc. Donc dans ce cas-là, moi je conseille à mes entrepreneurs de se concentrer sur eux, sur comment par eux-mêmes ils y arrivent et comment entre nous on y arrive, quoi. Ouais. Donc encore une fois modifier vraiment son plan de cash, modifier ses OPEX, et puis aller chercher des aides partout, quoi. Ouais, c'est la priorité. Et justement, c'est quelque chose que vous allez regarder, parce que bon, si on regarde un peu de façon, ça casse un peu le moral pour les entrepreneurs de se dire, souvent ce qui sort des premiers échanges avec pas mal de fonds, c'est que ça va être plus sélectif, que vous allez regarder des boîtes qui ont des fondamentaux plus solides même après la crise. Est-ce que aussi vous allez regarder la manière dont les entrepreneurs ont réagi pendant la crise, aussi bien sur le côté opérationnel, solliciter les aides, faire survivre ou vivre sa boîte, et potentiellement trouver un pivot ou un nouvel axe. Ce sera quelque chose dans votre grille de lecture qui sera important de regarder. Écoute, je pense pas que ma grille de lecture, elle va changer fondamentalement, dans le sens où je cherche toujours des entrepreneurs agiles. Sauf que là, j'ai une belle façon de tester l'agilité de l'entrepreneur, quoi. Donc concrètement, oui, bien sûr, je vais probablement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise, comment il a réagi. Finalement, je vais essayer de tester son agilité, mais j'allais dire, avoir des entrepreneurs agiles, ça a toujours fait partie de nos critères. Ouais. Ça a toujours été un des arguments, enfin un des meilleurs atouts des entrepreneurs. Ouais. Après, côté est-ce qu'on va être plus sélectif, etc. C'est pas, enfin, un fonds, c'est toujours sélectif de base. On reçoit 2000 dossiers par an et on en fait 5. Donc, on en fera toujours 5 et on en recevra toujours 2000. Donc, je pense pas qu'en termes de sélectivité, ça va changer énormément. On sera toujours sélectif. On fera le même nombre de deals et il faudra bien qu'on investisse l'argent qu'on a et on va a priori recevoir à peu près le même deal flow. Donc, je dirais que la sélectivité, c'est plus, elle va se transformer sur des critères différents. C'est-à-dire que, effectivement, dans un monde de surcroissance, les critères étaient très portés sur ton taux de croissance et ta contribution margin, on va dire, enfin en tout cas la qualité de tes unités économiques, plutôt que ton EBITDA, quoi. Ouais. Là, c'est sûr que peut-être que les critères vont un peu se déporter, on va être beaucoup plus attentif. Je pense que cette crise, ça va nous laisser un peu des séquelles et du coup, on sera probablement beaucoup plus
beaucoup plus exigeants sur la potentielle profitabilité à un certain moment, bien sûr, dans la vie de l'entreprise, hein, mais en tout cas une vision sur cette future profitabilité versus des taux de croissance démentiels. Donc je pense c'est pas qu'on sera plus sélectif, on aura peut-être un petit shift d'intérêt. Mais bon, c'est toujours un arbitrage dans une startup. Est-ce que je fais plus de croissance ou est-ce que j'essaye d'être plus rentable? Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun fonds qui s'est dit qui investit dans des boîtes qui ne peuvent jamais être rentables, qui n'ont pas de modèle économique viable, quoi. Ouais, bien sûr. On s'est toujours, même pré-crise, on s'est toujours intéressé à comment avoir des modèles économiques viables. Donc, je pense juste que par contre, là où T2, tu sais, T2 D3, la triple, double, c'était devenu je dirais le KPI clé. Ben, peut-être que finalement ce KPI là il va s'amoindrir versus des c'est un des trois une grosse tendance qu'on dégage de tous les retours qu'on a. C'est quand même le premier, c'est celui-ci, c'est d'avoir des boîtes qui soient plus saines, on va dire globalement, donc aller moins vers de la croissance ou de l'hypercroissance. Et la deuxième chose qu'on voit qui se retire du rôle des VC dans cette période-là, l'impact potentiel qu'il y aurait après, c'est aussi sur les montants levés ou les valos. Il y aura un correctif marché sur les valos où je pense qu'on l'a tous déjà bien intégré. Mais est-ce que aussi sur les montants levés, tu te dis un peu rétrospectivement, on a investi beaucoup dans des boîtes qui peut-être avaient besoin de moins on le voit aujourd'hui puisque trop dépenser, c'est les premières impactées. Hein. D'ailleurs, les boîtes qui sont post-série A, série B, c'est ces boîtes-là qui doivent faire des grosses solutions de cost-cutting. Est-ce que tu dis qu'à l'avenir, un entrepreneur qui demandait peut-être 4 ou 5 millions pour sa série d'investissement demandera que 1 ou 2 millions et ça fera on va dire des levées plus raisonnables, des financements plus raisonnables par le private equity? Alors, je pense que ton KPI n'est pas le bon. C'est-à-dire que le montant levé, ça me paraît moins intéressant que, si tu veux, les OPEX de la boîte, quoi. C'est-à-dire, je peux lever beaucoup pour avoir plus de runway, tout simplement. Tu vois, je peux lever là en ce moment, par exemple, sur les levées qui sont en cours. Tu vois, ma grande priorité, quand on est passé de la term sheet à l'investissement, c'était de m'assurer qu'avec le montant levé, on ait suffisamment de runway pour voir venir l'après-crise, quoi. Donc, si tu veux, lever pour 24 mois à 36 mois versus avant, il y avait des levées sur 12-18 mois, ça va peut-être demander autant d'argent, mais par contre, la question, c'est effectivement à quel taux on dépense à quelle vitesse on dépense cet argent, et est-ce qu'il vaut mieux pas le dépenser doucement pour voir venir quelque part les difficultés de scalabilité plutôt que le dépenser d'un coup. Mais ça, c'est pas le montant de la levée de fonds qui te le dit. Donc, est-ce que les tours vont baisser? Je sais pas, parce que là, un réflexe quand même assez critique là maintenant, c'est de se dire il faut qu'on ait du runway, quoi, parce que la trésorerie est devenue importante. Donc, du coup, on a aussi envie de s'assurer qu'il y a suffisamment sur la table pour que on passe l'après-crise. Donc, à mon avis, là, à très court terme, je suis pas sûre que les tours vont tellement diminuer. Par contre, peut-être que dans un deuxième temps, comme on va chercher moins de croissance rapide, mais plus de profitabilité, ou en tout cas plus de métriques de profitabilité, peut-être qu'effectivement, les taux vont baisser au fur et à mesure. C'est possible que ça arrive, ouais. Et justement, tu parlais du besoin de cash. Donc là, c'est vrai que la solution très court terme, tu l'as dit plusieurs fois, c'est d'aller chercher tous les financements disponibles. D'ailleurs, je vais remettre notre Medium. J'ai mis un blog Medium où il y a toutes les solutions de financement adaptées à la crise. Est-ce que vous allez refinancer des boîtes de votre portefeuille? C'est quelque chose qui arrive déjà ou c'est encore trop tôt pour le voir? Alors, c'est un peu tôt pour le voir, c'est-à-dire que pour l'instant, si tu veux, on est un peu dans les crash tests, effectivement, et dans les forecasts. Et c'est un peu tôt quand même pour dire qu'est-ce qui va se passer. En fait, on n'a pas de boîte qui maintenant n'ont plus de cash. En fait, si tu veux, on a des sociétés qui ont leur runway, voilà, qui se retrouvent très réduits. Donc il y a des boîtes qui n'ont plus que 5-6 mois. Donc là, c'est compliqué. On réfléchit à ce qu'on peut faire, mais on n'a pas encore eu le cas à très court terme là de bridge à mettre en place. Après, oui, on va probablement le faire sur
certaines des sociétés qui le méritent et qui le demandent et qui en ont besoin, quoi. Hein. Il y a une question qui revient souvent sur les bridges. D'ailleurs, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez dans l'onglet dédié. On répondra à tout. Sur les bridges, est-ce qu'il y a des formats que vous privilégiez, que vous vous interdisez, etc. sur du BSAR, du compte courant, de l'augmentation de capital, de l'obligation convertible, on va dire, qui sont les 4 grandes familles de bridge qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des choses que vous privilégiez et est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneurs sur le mode choisir? Alors, je pense que chaque cas est un cas particulier et qu'il faut éviter les réponses globales. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'intérêt de l'obligation convertible comme du BSAR, c'est que ça se fait, je dirais, sans avoir à parler de valorisation, ce qui est un peu compliqué en ces temps-ci. Donc ça, c'est un grand avantage de ces deux outils. Par contre, leur désavantage, c'est qu'ils sont fortement tournés vers une future levée de fonds. Ouais. Le BSAR encore plus que l'obligation convertible. Ouais. S'il n'y a pas de levée de fonds derrière le BSAR, moi je gagne rien, quoi, moi en tant qu'investisseur. Donc, comme en ce moment on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les levées de fonds, est-ce que les investisseurs vont continuer à être actifs ou pas? C'est compliqué quand même dans ces temps-là de tout miser sur une future levée de fonds dont on ne sait pas quand elle va apparaître. Donc, ça veut dire que le BSAR, moi, ça me paraît quand même compliqué en ces temps-ci, vu que lui, il est complètement tourné sur une future levée de fonds. Sur l'obligation convertible, c'est un tout petit peu différent parce que il y a une alternative qui est l'alternative taux d'intérêt. Mais là, voilà, est-ce que les entrepreneurs, ils ont envie de se dire, on a peu de chances d'avoir une levée de fonds future et donc du coup, potentiellement, je vais devoir payer des taux d'intérêt alors que je peux avoir un PGE beaucoup moins cher à mon investisseur, tu vois. Donc, je sais pas, franchement, si c'est facile, enfin, si c'est vraiment une solution idéale. Mais en parallèle, c'est vrai que faire une levée de fonds classique là maintenant aujourd'hui, eh bien, ça nécessite de parler valorisation et c'est difficile. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend un peu du contexte. Voilà, c'est facile de se mettre d'accord entre l'entrepreneur et le VC sur une valorisation faire pour tout le monde. Et dans ce cas-là, je privilégierais la levée de fonds normale. Soit c'est compliqué, auquel cas je privilégierais l'OC parce que le BSR, vraiment, en ces temps-ci, ça me paraît un peu inconscient. D'ailleurs, il y a le dispositif de la BPI French Tech Bridge qui peut être intéressant même pour les fonds. Je pense c'est un apport de trésorerie. Si une boîte a besoin de 500 000 euros, ben, on met 250 000 et la BPI peut surabonder en logique de 1 pour 1 en obligation convertible apparemment qui n'ont pas vocation à être convertibles. Bon, après, on ne sait pas. Ouais, alors la BPI a été claire que eux, ils vont investir en OC, mais ils font du 1 pour 1 même sur du non OC. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être une levée de fonds avec une valo et BPI vient abonder en 1 pour 1 cette levée de fonds en mettant eux des OC, mais donc ça n'a pas d'impact en fait par rapport à ta question précédente sur qu'est-ce que je dois privilégier comme outil. Ça doit pas rentrer dans la ligne de compte de ta réflexion. Est-ce que je fais un OC ou une levée de fonds normale puisque en equity puisque BPI est d'accord pour participer. Après dans les faits, alors donc effectivement il a intéressé tout le monde cet outil, il est hyper intéressant forcément. C'est une toute petite enveloppe, 80 millions d'euros. Ouais, qui montrait peut-être à 100 millions, mais bon, ça reste assez petit. Ouais. Comment tu dis ? Qui montrait à 100 millions là dernièrement. Ouais. Mais donc c'est tout petit et puis j'ai cru comprendre que voilà c'était déjà bien investi. Donc voilà, je pense que c'est un bon outil. Il faut le prendre en considération. Malheureusement, je suis pas sûre qu'il soit compatible avec tout le monde. Ouais. Oh, c'est à suivre. Donc là, on parle pas mal du rôle d'invest. Est-ce que vous, en rôle opérationnel, comment ça se passe chez Ventech? Comment vous aidez les boîtes de façon opérationnelle? Il y a des fonds qui ont des operating partners, il y a des fonds qui ont des modèles d'intervention au board qui sont plus ou moins différents. Comment vous, ça se passait déjà avant la crise et comment ça s'applique encore mieux pendant la crise puisque plus que jamais, les entrepreneurs ont besoin de votre rôle d'associé quelque part au quotidien aujourd'hui.
Alors écoute, non, nous, on n'a pas d'operating partner chez Ventec. On n'a pas pris ce pari-là, entre guillemets, d'avoir des operating partners. On pense que nous, notre rôle, il est stratégique en majorité, en fait, prioritairement. Et que notre métier n'est pas de dicter aux entrepreneurs ce qu'ils doivent faire, que les bons entrepreneurs savent ce qu'ils doivent faire. Donc, on n'a pas d'opérationnel pour une raison majeure qui est que, comme je te le disais tout à l'heure, les sociétés de notre portefeuille sont très diversifiées. Ouais. Il y a du B2B, du B2C, du SaaS, du e-commerce. Et on pense que déjà de base, il n'y a pas de réponse égale pour plusieurs entrepreneurs qui ont toutes des sociétés dans du B2C. Mais alors quand en plus il y a du B2C, du B2B, de la France, de l'Allemagne, des Nordiques, de la Chine, c'est pas possible d'avoir une réponse unique. Et c'est pas possible non seulement d'avoir une réponse unique opérationnellement, mais c'est pas possible non plus d'avoir une personne unique à même de répondre à tous ces besoins-là de la même manière. Donc nous, en fait, on pense que si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est pas il n'y a pas de réponse magique à l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment du sur-mesure. Et tu peux pas apporter du scalable en fait entre guillemets en disant voilà j'ai une personne et cette personne-là elle va pouvoir régler tous les problèmes de toutes les sociétés de mon portefeuille ou tous les problèmes RH ou tous les problèmes marketing. Non, parce qu'en fait le marketing B2B et B2C rien à voir, même dans le B2B le marketing SaaS large enterprise et SaaS SMB aucun rapport. Donc difficile d'avoir l'expert qui sait répondre à tous les problèmes. Donc nous on préfère si tu veux aider les entrepreneurs à recruter les bonnes personnes qui sauront le faire eux-mêmes et avoir en interne finalement la ressource pour pouvoir répondre aux problèmes quand ils se posent ou bien aux opportunités quand elles sont à même d'arriver, trouver des opportunités plutôt que d'essayer nous d'internaliser une ressource qui n'est pas notre métier. D'accord. Donc on va plutôt les aider à recruter les bonnes personnes qui vont réussir à le faire et on se dit nous on a un enjeu majeur qu'on a identifié depuis maintenant 15 ans chez Ventec qui est l'enjeu de l'internationalisation. On pense que ça c'est clé, ça restera clé pour la croissance des boîtes. Et donc, c'est ça notre, si tu veux, notre force et notre valeur ajoutée pour les sociétés du portefeuille, c'est de pouvoir dire, tu vois, là, j'avais encore le cas la semaine dernière, de pouvoir dire à un entrepreneur français ou européen, là, tu cherches à rentrer en Chine, tout seul, ça va être compliqué parce que sans contact, sans avoir une idée du marché, des différentes channels là-bas, tu vas pas y arriver. Laisse-moi te mettre en contact avec un local. Alors, le local n'aura pas forcément toutes les réponses non plus, mais au moins en étant local, il va pouvoir te mettre en relation avec les bonnes personnes localement. Donc, ça vient toujours du fait que on n'aura pas une réponse parfaite sur mesure à la diversité des sociétés de notre portefeuille. Donc, par contre, notre métier, c'est vraiment de trouver les bonnes personnes à chaque fois pour t'aider à y arriver. Donc là, ta question, c'était, et du coup, maintenant, pendant la crise, moi, j'invite tous les entrepreneurs à aller regarder et s'inscrire à la newsletter de France Digital, le Rescue Kit, qui est hyper bien fait, où il y a des office hours, où il y a, parce qu'en même temps je suis board member de France Digital, et donc il y a des office hours où viennent des intervenants de tous bords, du financement, de la dette, de l'equity, des VC, des juristes, des avocats qui viennent vous aider opérationnellement dans toutes vos problématiques du quotidien, où vous pouvez poser des questions sur mesure. Et puis il y a des d'ailleurs je te le conseille, il y a des summaries en fait, des résumés, parce que là c'est vrai que si tu veux revoir le webinaire tu peux le faire, mais c'est quand même sympa de pouvoir rechercher, faire un contrôle F dans un médium. Donc moi je conseille à tout le monde d'aller regarder la documentation de France Digital qui est hyper bien documentée sur le sujet. Nous, on fait le relais de tout ce contenu existant et on le propose aux sociétés de notre portefeuille, mais toujours de manière sur mesure, c'est-à-dire que je vais pas proposer, par exemple, qu'est-ce que je vais pas proposer Je vais pas proposer un prêt à tout aux sociétés du portefeuille dont je sais qu'ils sont pas éligibles ou qu'ils le seront pas. Je vais pas proposer un PGE à une société qui a pas de banque attitrée ou qui est qui a des fonds propres qui ne le permettent pas aujourd'hui. Donc voilà, on adapte pareil les conseils aux Je suis de retour, mais ouais, c'est sur le kit de France Digital. Ce qui est super, c'est que vous mettiez les retranscriptions sur les vidéos. Bon, il y en a quand même des très intéressantes, notamment sur la BPI hier ou avant-hier, avec les nouveaux dispositifs pour les boîtes qui sont pas éligibles au PGE et qui ont des prêts soutien innovation, dispo, etc. Exact. Il y a plein de ressources qu'il faut aller voir, mais si on a, dans l'article que j'ai mis, il y a le lien du kit de France Digital où c'est hyper complet. Il y a aussi le lien du site du gouvernement et de la BPI sur les dispositifs.
Je pense qu'il faut pas aller dans tous les sens, aller vers les dispositifs, enfin, les sites qui rationalisent les informations, et France Digital le fait super bien. Euh, ok, Ouais. super. Et sur les boîtes, du coup, que vous aidez en tant qu'associé, est-ce qu'aujourd'hui, à date, déjà, vous avez repensé à des boîtes qui doivent shifter un peu leur business model, pivoter, faire évoluer leur boîte et anticiper une sortie de crise, ou c'est encore une fois trop tôt pour voir ces impacts-là? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une bonne question parce que finalement, c'est le plus excitant, quoi. C'est-à-dire que la crise apporte des opportunités, faut pas l'oublier, hein. Et la crise permet en fait une redistribution des cartes. Il faut le voir positivement et en général, les entrepreneurs sont optimistes, donc c'est la manière dont ils le voient. Et cette redistribution des cartes, il faut la travailler dès maintenant, quoi. Donc je dirais que là, on est sur la fin des reforecasts, même si cet exercice du reforecast, il est continu, hein, c'est-à-dire que comme on ne sait pas jusqu'à quand va durer le lockdown, après le lockdown, ce qui va se passer. Bien sûr, il va falloir réajuster ce reforecast de manière assez continue, donc c'est pas terminé. Mais en tout cas, la première partie de l'exercice est faite, et là, on rentre dans un monde hyper intéressant où on essaye de se dire qu'est-ce qui va se passer après et comment on peut en ressortir gagnant. Donc oui, j'ai des sociétés du portefeuille qui ont commencé à se retransformer, soit à transformer leur activité un petit peu, soit à transformer leur messaging, leur façon de se positionner dans le marché, soit qui repensent un business model par exemple. Donc c'est hyper intéressant. Je voulais vous parler d'un livre. Là, je cherche le design. Attends, je vais chercher dans mon Audible, mais C'est quoi? je lis un livre en ce moment qui est hyper intéressant, Catégorie Design. Catégorie design. Ok. Catégorie Design, livre hyper intéressant où en fait, il t'explique comment, le livre s'appelle Play Bigger. Et ça parle de catégorie design. Et en fait, le livre Play Bigger t'explique comment, en fait, tu peux te créer roi d'une catégorie. Et donc, il faut penser à, OK, c'est quoi ma proposition de valeur aujourd'hui et comment je fais pour, à partir de cette proposition de valeur-là, finalement me créer une nouvelle catégorie à moi pour ne plus être en concurrence avec quiconque, inventer un besoin au marché, le mettre bien en avant, et à partir de là, finalement, devenir le créateur d'une nouvelle catégorie. Et en général, dans 80% des cas, quand tu crées une catégorie, c'est toi qui en deviens le leader parce que tu en as la crédibilité. Et ensuite, te créer le produit, même presque à la suite de ça, qui vient répondre à cette nouvelle catégorie. C'est super intéressant, c'est comment finalement bien se positionner dans un marché. Et toutes les sociétés leaders l'ont fait. Ouais, Pouvez-vous vous mettre en référence du livre? Oui. j'ai mis dans le chat la référence du livre. On a quelques questions et on peut poser quelques questions. Ouais, je l'ai mis dans le chat, Lini collectif. Euh, sur les réactions des LP et du modèle économique, si on peut parler un peu du modèle économique des fonds, donc, qui va être aussi impacté. Comment vous anticipez ça sur les M&A, sur vos relations avec vos LP et vos performances à moyen long terme, puisque c'est pas immédiat pour vous? Euh, Ouais, alors nos relations avec l'LP, donc je dirais que dans les fameux trois étapes de priorisation des entrepreneurs qui sont l'évaluation des risques, l'optimisation et ensuite le futur. C'est vrai que nous aussi dans l'évaluation des risques, on évalue les risques et on communique beaucoup avec les LPs en ce moment pour aussi leur faire part de comment on évalue les risques sur le portefeuille. Donc là, en ce moment, ils sont assez friands de savoir effectivement comment ça évolue chez nous, qui est impacté négativement, positivement, de manière neutre. Donc là, on a beaucoup de relations, je dirais, voilà, on doit les rassurer, on doit leur expliquer, être transparent. Hein. Je pense que la transparence, c'est vraiment l'enjeu majeur, que ce soit côté entrepreneur ou côté VC pour CLP. Donc on fait ça. Et puis comment on anticipe le futur? Écoute, on a vu d'autres crises dans le passé. Ventec, c'est né en 99, donc il y a eu 3 crises depuis. Donc on voit bien que en fait la crise c'est aussi l'opportunité pour nous d'investir dans les sociétés pépites de demain. Hein. Dans la dernière crise, on a investi chez Kers qu'on a revendu à Amazon.
par la suite. On a investi chez Webedia, qu'on a revendu à Fimalac. Donc, on a fait des super investissements en période de crise. Donc, c'est possible. Enfin, la crise ne va pas tuer le VC, quoi. Et après, la question qui se pose, c'est effectivement pour les fonds qui étaient en levée de fonds. Là, c'est sûr que ça va être ralenti, quoi. De la même manière que pour une boîte B2B, son cycle de vente il est ralenti. Le fonds qui était en levée de fonds en ce moment, son cycle est ralenti. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour lui. Nous, on n'avait pas encore commencé notre levée de fonds. Voilà. Après, ta question, c'était sur les performances. Est-ce qu'il va y avoir un impact fort? Ouais, sur le M&A au global, quoi. Enfin, c'est quoi votre hypothèse sur les… Ouais, M&A. C'est vrai que nous, on a l'exemple parce que on a des deals M&A qui étaient en cours et il y en a qui mettent plus de temps, voire qui se font pas. Donc oui, je pense que là, va y avoir un petit creux de M&A, c'est clair. Bien que, si tu veux, il y a des entrepreneurs qui voient tellement l'opportunité dans la crise que ils sont encore plus actifs, si tu veux, maintenant. Les repreneurs sont plus actifs maintenant en se disant c'est le moment en fait de consolider notre produit. En fait, de la même manière que les entrepreneurs se disent comment je dois me transformer pour l'après-crise, il y a des acquéreurs qui se disent comment je dois me transformer pour l'après-crise. Et ces acquéreurs-là, une de leurs réponses, c'est de se dire il faut que je m'outille rapidement, et pour m'outiller rapidement, il faut que j'investisse, quoi. Et donc du coup, moi j'ai des sociétés dans mon portefeuille qui me disent je viens d'être sollicité par un acquéreur là maintenant, quoi. Donc ça arrive. Je pense pas que ce soit les meilleures opportunités qui se font là maintenant à très court terme. Et puis de la même manière que nous, on a besoin quand même de voir les entrepreneurs avant l'investissement. Et bien c'est pareil, les acquéreurs, ils vont avoir besoin de voir les entrepreneurs avant d'investir. Donc à très court terme, je pense pas qu'il se passe grand chose. Je pense que le M&A sera frisé, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et donc nous, probablement que nos sorties vont être un peu ralenties, si c'était ta question, et que oui, ce sera. Mais bon, nous c'est un métier de long terme, si tu veux, on peut te dire 3, même 6 mois, même si c'est 1 an de crise, qu'est-ce que ça représente dans 12 ans, dans un fonds de 12 ans? Bon, c'est un coup dur, mais heureusement on a une opportunité, on a un cycle de vente long, donc un cycle d'investissement et de désinvestissement long, donc ça nous permet de lisser tout ça. Super. Et Virginie qui a une question sur le marché US, comme vous êtes sur le marché à la fois Asie, US, est-ce que déjà là, vous voyez une différence sur l'investissement sur ces marchés et puis la reprise? On a l'impression que la Chine va repartir un peu plus vite alors que les US rentrent dans le dur de leur crise aussi. Est-ce que sur les boîtes de votre portefeuille, vous voyez déjà des différences par rapport à la géographie des boîtes du portefeuille? Ah oui, bien sûr. Dans le portefeuille asiatique, si tu veux, les questions qu'on se pose maintenant, c'est des questions qui se sont posées en janvier, quoi, donc il y a 3 mois. Là, on voit que oui, non, en Asie, il continue. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on peut un petit peu déjà faire le bilan, quoi, sur les boîtes asiatiques. Ce qu'on voit, c'est que au global, le portefeuille se porte plutôt bien. Pourquoi? Parce que il y avait quand même une bonne moitié du portefeuille qui était investi dans du B2C communautaire, qui a cartonné pendant la crise, pendant le lockdown, c'est-à-dire les jeux, les applis de fitness, les applis de social media, etc. Ça a vraiment cartonné. Donc, et à côté de ça, on a bien sûr des sociétés dans le retail donc, qui ont beaucoup souffert. Mais l'un dans l'autre, finalement, le portefeuille global, c'est plutôt bien porté. Il n'y a pas eu de catastrophe. Après, c'est pas fini non plus. C'est-à-dire que là, on est en train de reparler d'une deuxième vague potentielle en Chine. Le lockdown est terminé, mais les écoles sont pas encore ouvertes. Donc, il y a quand même encore... c'est pas business as usual encore en Chine. Mais il y a des investissements en cours. Tu vois, on fait le deal flow, on fait des revues de deal flow toutes les semaines avec notre équipe Chine. Leur deal flow il est bien fourni. Ils continuent à leur pipe d'investissement, quoi. Donc oui, c'est devenu actif. Donc oui, j'imagine que c'est ce qui va se passer chez nous aussi en Europe. Et puis aux US, tu posais la question, Virginie, pour investir sur start-up avec marché US. Ah, ouais. Des startups qui voudraient se lancer aux US aujourd'hui, quoi. Attends, tu te lances sur un marché, c'est pas en 3 semaines que tu vas te lancer sur le marché de toute façon. Ouais. Donc c'est une stratégie assez long terme, quoi, de te dire, c'est en tout cas
l'exécution n'est pas forcément long terme, mais la vision, elle est long terme. Quand tu décides de te lancer sur un marché US, c'est avec des perspectives quand même assez long terme. Donc, je pense pas que ça doit remettre, enfin, pour moi, ça ne doit pas remettre en cause ta stratégie de lancement aux US. Ça remet peut-être en cause ton timing de lancement. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas pas le lancer aujourd'hui, ton marché US. Alors que c'est déjà lancer un marché là aujourd'hui, je le déconseille. Donc oui, non, ça, si une société vient me voir aujourd'hui en me disant voilà, mon objectif c'est à terme, même je sais pas l'année prochaine, dans mon BP de l'année prochaine, je mets une hypothèse de lancement de marché US, ça me choque pas. C'est pas parce que il y a eu un lockdown et que là il y a une crise sanitaire que il faut se recentrer sur soi, ne plus penser à expansion internationale, ne plus penser projet. Au contraire, je dirais il faut au contraire profiter de ces moments-là pour réfléchir à qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Ouais, clairement. Et juste sur une question après j'ai deux dernières questions, mais Caroline qui demande, le B2C a cartonné pendant le lockdown, ont-elles conservé des bonnes métriques après le confinement? Oui, conserver des bonnes métriques, oui, pas aussi bonnes que pendant le lockdown, mais oui, c'est revenu. Oui, il n'y a pas eu de chute en tout cas, si c'était la question. Ok. Juste sur les secteurs, justement, tu commençais à parler un peu des secteurs qui sont gagnants pendant la crise et qui pourraient peut-être être durablement. Est-ce que vous avez déjà identifié des patterns, des secteurs que vous voulez regarder plus que d'autres ou pas, ou vous allez quand même voir les opportunités, comme tu dis, c'est un monde d'opportunistes aussi, ou d'opportunités, on va dire, le et il n'y a pas forcément un secteur que vous regardez particulièrement. On a une équipe qui s'occupe de faire de l'inbound, donc d'aller eux-mêmes proactivement, effectivement, sourcer des sociétés. Et donc, effectivement, cette équipe-là, elle a des priorités en termes de secteur, qui sont des priorités liées à qu'est-ce qui peut être boosté pendant la crise. Je pense que si tu veux, les disruptions de demain, celle qu'on avait imaginée pré-crise, ça va rester celle qu'il va y avoir post-crise. Je pense juste certaines vont être boostées beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais je pense pas que tout soit transformé. Si tu veux, là où on se disait, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau que le healthcare, par exemple, c'est un secteur d'investissement qui est à la mode depuis déjà 2-3 ans. Donc, c'est pas nouveau que les VC s'intéressent au healthcare. Par contre, est-ce que effectivement, rajouter de la technologie dans le médical, ça va pas être boosté là suite au Covid, si sûrement. Donc bien sûr que là où on s'y intéressait déjà, on va s'y intéresser encore plus parce qu'on pense que la transition, la transformation se fera encore plus rapidement. Le remote work, c'est pas nouveau non plus. Je veux dire, Zoom existait déjà avant la crise et il y avait déjà eu des investisseurs. Donc effectivement, je pense que ça, c'est clair et net que ça sera boosté d'autant plus. Est-ce qu'il y a place pour des nouveaux entrants? Il faut avoir un axe quoi de développement très très spécifique parce que refaire un Zoom maintenant, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. Donc voilà, repenser les méthodes de travail, être innovant sur effectivement comment se passe le travail 100% remote, oui. Mais encore une fois, c'est pas des nouveaux sujets, donc je pense qu'il faut pas, en tant qu'entrepreneur, partir en disant ah bah super, je vais faire un projet là-dedans et ça va cartonner. Il y a déjà des acteurs présents. Ces acteurs qui étaient présents avant la crise, finalement, c'est eux qui ont profité de la crise et qui prennent beaucoup de parts de marché et qui se renforcent. C'est-à-dire que voilà, le taux de pénétration de Zoom ou de Teams ou de Slack, il a boosté, il a été fortement boosté pendant cette crise. C'est pas un nouvel acteur qui vient les concurrencer qui va gagner des parts de marché. Au contraire, c'est eux qui se renforcent. Donc je pense qu'il faut rester innovant. Malheureusement, il n'y a pas de réponse secrète. Ces secteurs-là vont appeler à plus d'innovation, mais il va falloir rester encore innovant en tant qu'entrepreneur pour trouver son positionnement dans le marché. Après, on regarde aussi tout ce qui est content creation, quoi, tout ce qui est média et tout ce qui est de création de contenu en ligne, puisque c'est une des conséquences du remote work, c'est que voilà, on écrit beaucoup puisqu'on peut plus se voir. Donc on regarde pas mal de projets dans ce secteur-là. Et puis ensuite, je dirais d'une manière plus générale, on recontacte aussi des entrepreneurs qu'on avait déjà vus avant, qu'on connaît, avec qui ça s'était pas fait, mais parce qu'on sait que ce sera plus facile pour nous d'avancer dans ces conditions-là que partir from scratch. Super. Est-ce que pour en mot de la fin, tu aurais
un mot sur ton avis, que ce que fait un bon ou une bonne CEO pendant la tempête. Qu'est-ce qui fait un ou une bonne entrepreneur pendant la tempête? Il est agile. Pour moi, c'est vraiment le point principal, il est agile. C'est-à-dire que pendant la tempête, il faut encore moins que d'habitude avoir des préjugés ou des idées préconçues. Toutes les options sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes, à la fois pour réduire les coûts, aller chercher des aides, se financer, mais aussi pour trouver des nouvelles idées pour qu'est-ce qui va se passer après. Donc pour moi, vraiment, la meilleure qualité là aujourd'hui, c'est voilà, comment je peux me retransformer à la fois en termes de transformation PNL, quoi, hein, comment je peux transformer ma structure de coût, mais aussi comment je peux transformer mon modèle, comment je peux faire évoluer mon entreprise pour sortir gagnante de ça. Donc c'est vraiment l'agilité encore plus que jamais, quoi. Ah, ça a sauté sur la dernière question. Je ne sais pas si vous entendez. Je suis revenu sur scène et je ne sais pas si on entend Audrey. Je crois qu'on n'entend plus Audrey. Peut-être eu un bug de connexion du webinar. Ah, il y a juste moi. Merci Vivien. Écoutez, on n'a plus de son pour Audrey. Je vais voir si elle arrive à se reconnecter. Hop, hop, hop. Je regarde en même temps. Mais c'était déjà des super insights. Moi, j'ai adoré avoir ces conseils. On a partagé pas mal de liens dans le chat, donc n'hésitez pas à regarder. J'ai partagé aussi le survival kit de France Digital. Voilà, Audrey n'est plus là. Audrey Soussan est déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet, ça me dit. Donc, je pense qu'elle a… Ah, Audrey est là, mais pas sur scène. Ok, je vais te réinviter sur scène. Invité sur scène. J'ai réinvité pour le mot de la fin, Audrey. Et puis, on a demain d'autres webinars et après-demain, on a The Family, Alice Aguri et Alizée, qui est fondatrice de Make Sense, qui ont un fonds à impact, qui viennent de lever des fonds. Donc, ce sera vachement intéressant pour voir le financement des entreprises économie sociale et solidaire. Voilà, super. Tu peux revenir pour le mot de la fin, Audrey. Je sais pas pourquoi ça se… Donc, bah, le mot de la fin, c'est take care. Hein, vraiment, le principal, c'est quand même la santé. Donc, que chacun prenne bien soin de soi avant de prendre soin de son entreprise et soin de ses employés, ça reste quand même la priorité principale. Hein. Eh ben, écoute, merci. C'était super d'avoir tes insights et tes conseils. On a répondu bien à toutes les questions. Ouais, on a répondu à toutes les questions, donc les questions. Est-ce que comment on peut se contacter si on peut rentrer en contact avec toi ou Ventech ou France Digital? Eh ben, je mets mon mail dans le chat, là, comme ça. Ouais, allez, c'est super sympa. Merci pour tout le monde et puis bon courage à toutes et à tous. Bon courage Et à tous. merci encore, Audrey. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.